Bonjour à tous, je vais bien vous demander de prendre place pour commencer l'événement. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la Convention nationale de la SFEN de printemps, approvisionner le parc nucléaire aujourd'hui et demain. Donc on est très heureux de vous accueillir nombreux. On a un très beau panel d'intervenants ce matin. Et c'est la première fois qu'on fait une convention nationale entièrement dédiée au cycle. Donc on a prévu beaucoup de sessions de questions-réponses et de discussions ce matin. Je précise, parce que nous accueillons des journalistes aussi, que c'est bien une matinée de travaux de la SFEN. Donc on ne parlera aujourd'hui que des sujets au programme. Et que si certains d'entre vous ont d'autres questions, ils viennent nous voir à la fin, moi ou Ludovic. Donc comme vous le savez, la sécurité est la préoccupation numéro 1 de notre industrie, aussi comme il est tradition. Je souhaiterais rappeler les instructions de sécurité concernant la salle. Donc vous avez 2 sorties de sécurité, une à ma gauche là-bas et une au fond à droite, ainsi que la sortie principale. Le lieu de rassemblement est sur le trottoir d'en face, l'entrée de l'UIC, donc sous l'arbre. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter Guillaume Dureau, président de la SFEN, à ouvrir cette matinée. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour moi, je souhaitais juste dire à quel point on change un tout petit peu la tradition des conventions SFEN, parce que d'habitude elles sont consacrées aux réacteurs, et à juste titre. Et pour une fois, c'est une convention entièrement dédiée au cycle. C'est une convention dans un nouveau format, et c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. Donc merci à l'ensemble des participants. Alors, dire qu'il n'y a pas de nucléaire sans combustible, ça paraît être un truisme, c'est même une évidence. Pourtant, on n'a jamais autant parlé de combustible et de questions tout autour du combustible qu'à l'heure actuelle. Alors on a tous en tête les événements géopolitiques de ces dernières années, donc la guerre en Ukraine, les agitations qui existent dans des pays fournisseurs de matières premières comme le Niger et qui peuvent éventuellement remettre en cause soit les matières, soit les services associés. En parallèle, et je vous renvoie à ce qui est arrivé le 21 mars, donc le jour du printemps, il y a eu le sommet de l'énergie nucléaire, en bon anglais le Nuclear Energy Summit à Bruxelles, auquel a participé notre président de la République, organisé par l'AIEA. Et de mémoire, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps que notre président français, aille à un tel sommet avec une vision aussi claire sur l'énergie nucléaire. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le débat, je voudrais rappeler 2 chiffres relatifs à l'année 2022, juste pour qu'on fixe un peu les ordres de grandeur. En 2022, la facture nationale d'importation de pétrole et de gaz naturel, 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros. Les importations d'uranium, pour la France, moins d'1 milliard. Je pense que ça commence à bien positionner le débat et l'importance, non seulement de l'énergie nucléaire, mais du cycle. Alors pourquoi est-ce que je parle d'importance du cycle ? Parce que certes, il y a la matière première, mais après, il y a toute l'industrie afférente. Et toute l'industrie afférente, c'est vraiment un enjeu totalement crucial. Alors on va commencer par l'amont. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de l'amont ? On va faire juste un pas de côté. Vous pouvez lire à l'heure actuelle dans la presse qu'il y a beaucoup de débats sur les métaux nécessaires à leur transition énergétique. Et sans nommer de pays, on sait que tous du côté de l'Asie, vraiment de l'Est, il y a un pays qui émerge et on sait qu'il a quelque part une position extrêmement forte sur ce type de marché. Comment est-ce qu'il l'a acquise ? Ce n'est pas tant par l'accès direct à la matière première, mais c'est aussi par la maîtrise de toute la chaîne de transformation. Et donc, chaîne de transformation, donc le raffinage et les premières étapes. On transpose ça maintenant à ce qui existe sur l'industrie du cycle, du combustible nucléaire. Là, je voudrais juste rappeler qu'à ma connaissance, la France est un des 4 pays au monde à avoir sur son sol une chaîne complète de transformation du minerai d'uranium en combustible.
un des 4. C'est un atout absolument formidable. Et dans les 4, donc au-delà de la France, il y a évidemment la Russie, la Chine, les États-Unis. Et donc je voudrais juste en citer 2, qui sont quand même des grands de l'industrie nucléaire, mais juste pour rappeler qu'ils n'ont pas une chaîne complète. Le Royaume-Uni, qui n'a plus de conversion, qui se repose des questions sur le sujet, mais qui, du fait de se reposer des questions, se rend compte qu'il y a un vrai sujet d'indépendance nationale. Un autre pays, qui est le Japon, on sait qu'ils ont un petit peu d'enrichissement, mais à ma connaissance, ils n'ont pas de conversion non plus. Donc l'importance de la chaîne complète, il faut bien qu'on l'ait en tête pour savoir comment on peut avancer sur ces questions de souveraineté. Deuxième point, la confirmation lors du débat public, notamment autour du programme EPR2, de la demande sociétale pour avoir une stratégie d'économie circulaire relatif, et donc là au cas d'espèce, au cycle du combustible. Et ça ne peut marcher que si on est sur une stratégie de progrès en la matière relatif aux matières recyclées. Ce qui m'amène à un troisième point. On parle beaucoup, bien évidemment, et c'est absolument fondamental, de la construction de réacteurs EPR. On parle aussi, on le voit dans la presse, de nouveaux types de réacteurs. On peut avoir des tas de débats sur les calendriers auxquels ils arriveront, pour certains d'entre eux, à être connectés au réseau. Je voudrais juste souligner qu'il n'y aura pas d'innovation en matière de réacteurs s'il n'y a pas de développement du côté du cycle du combustible. Et il ne peut pas y avoir de développement du côté du cycle du combustible s'il n'y a pas la construction de nouvelles installations pour les produire. Alors, on peut lire dans la presse, plutôt internationale que française, que la France pourrait avoir pris un peu de retard sur le développement des nouveaux types de réacteurs. Ce sont des affirmations qu'à titre personnel, je challenge parce que c'est très facile. Mais quand il s'agit de passer aux actes, je ne suis pas certain que ce soit aussi concret. En revanche, s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que sur la fermeture, le recyclage des matières, la France est, avec la Russie, le seul pays au monde à avoir une industrie qui sait faire et qui fonctionne. Ce qui veut donc dire que nous avons des atouts considérables, et là, j'étends mon propos de l'aval aussi vers l'amont, pour dire que ces atouts, c'est simple, nous avons des installations industrielles, nous avons des installations de recherche, nous avons des compétences qu'il importe non seulement de cultiver, d'entretenir, mais aussi de transmettre, pour être présents aujourd'hui sur l'ensemble du cycle du combustible, sur notre territoire national, aujourd'hui et donc demain. Alors nous avons souhaité que cette convention de la SFEN intervienne sur le cycle du combustible. Et là, je dois dire c'est un coup de chance, parce que quand, sur proposition de la directrice générale de la SFEN, au niveau du bureau, on a arrêté le programme, on s'est dit il devrait y avoir un comité de politique nucléaire en début d'année 2024. Et on peut en attendre un certain nombre d'annonces, mais on n'en était pas du tout certain. Alors maintenant, les annonces, on les connaît. Très clairement, il y a une confirmation de la poursuite de la stratégie de traitement recyclage jusqu'en 2100, et donc des investissements importants à venir. Ça, c'est un premier point. Donc nous avons souhaité, dans cette convention, et là je souhaite au passage remercier fortement la présidente du groupe technique, Cécile Evans, qu'on ait une vue sur la France, mais bien évidemment aussi au-delà de la France. C'est pour ça qu'à l'intérieur des tables rondes, certains éclairages porteront sur des dimensions mondiales. Alors on ne va pas faire un tour du monde complet, mais sur un certain nombre d'éléments d'entre eux, ainsi que de prospectives. Et on abordera bien évidemment aussi la question de la fermeture du cycle, qui suscite toujours un certain nombre de débats et de discussions. Alors à ce propos, et sur certains réseaux qu'on a pu voir, certains commentaires qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, je voudrais juste rappeler une phrase de la raison d'être de la SFEN. La SFEN est un lieu de discussion libre, autant qu'un carrefour de connaissances, j'ai bien dit de connaissances, sur l'énergie nucléaire. Elle anime et enrichit un débat fructueux sur le sujet, dans un souci permanent de rigueur intellectuelle, sans esprit militant, mais avec le goût des explications franches et respectueuses qui font avancer la réflexion et l'action. Je rappelle que nous sommes une société savante. Inscrivons-nous pleinement dans cette démarche de raison d'être.
Et maintenant, sans plus tarder, j'ai l'honneur d'accueillir Laurent Cueny, le directeur de l'énergie. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir à la Sven quelques années après Index. Ça faisait quelques années que je n'avais pas eu l'occasion de parler devant vous. Donc, je suis aujourd'hui directeur de l'énergie, la direction générale de l'énergie et du climat, qui, comme vous le savez, est maintenant sous double tutelle écologie et économie et finances, industrie. Et je vous présenterai quel est le sens aussi au travers de la politique énergétique de cette double tutelle. Alors justement, je vais vous parler de cycle à la fin. Il y a eu des annonces importantes qui ont été prononcées d'ailleurs sur le site de la Hague très récemment. Mais j'aimerais surtout vous replacer ces annonces ou ces décisions, qui maintenant doivent être rentrées dans le concret, dans un cheminement logique qui nous amène à renouveler l'ambition nationale dans le domaine du cycle. Et pour ça, il faut commencer quand même par parler un peu de climat. Alors Valérie a fait la minute de sécurité, je vais faire la minute climatique, parce que même si c'est toutes des choses qu'on connaît, c'est important de se les rappeler. Non, pardon. Voilà. Je viens des Alpes, je vais dans les montagnes depuis que je suis tout petit, notamment la Vallée Blanche, que vous connaissez sans doute. La Vallée Blanche, elle atterrit ici, à ski normalement. Voilà. En 1990, quand j'étais tout jeune, on arrivait là, je peux vous garantir qu'on marche un sacré moment avant d'arriver à ce point-là, aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité toute simple pour se convaincre que dans les Alpes, mais partout, le changement climatique est déjà extrêmement fort aujourd'hui. L'autre réalité, c'est ça, c'est une France avec 4 degrés d'augmentation. Alors, on va tout faire pour respecter les accords de Paris, 1,5, nettement en dessous de 2 degrés. Mais si on n'y arrive pas, une France à 4 degrés, c'est ça. Alors 4 degrés, ça peut paraître pas beaucoup, finalement, quand on va à la plage l'été, et c'est beaucoup plus que 4 degrés de plus que l'hiver. C'est pas la bonne image. La bonne image, c'est un peu le corps humain. Si vous prenez 4 degrés dans votre corps humain, vous allez sentir une forte fièvre et votre organisme aura du mal à réagir. Là, ça vous donne effectivement les pics de température. Alors, ce ne sera pas toute l'année, mais on envisage des pics de température au-delà de 50 degrés. C'est tout simple. Au-delà de 50 degrés, un être vivant, notamment le corps humain, n'arrive plus à se refroidir. Ça veut dire tout simplement que quand il fera ces températures-là à 4 degrés, si jamais on prend le risque d'aller à 4 degrés, eh bien, il faudra artificialiser notre environnement de vie pendant ces périodes-là. C'est très simple. Ce n'est pas pour se faire peur, c'est juste pour qu'on soit tous en responsabilité de avec quoi on est en train de jouer aujourd'hui et pourquoi il est extraordinairement important d'accélérer et de prendre conscience que 2050 et la neutralité carbone, ce n'est pas un choix. Donc justement, comment est-ce que la France procède ? La France procède, comme d'autres pays, en essayant de se fixer des budgets carbone, de façon à progressivement diriger notre économie, notre société vers la neutralité carbone en 2050. Et ce qu'il y a de formidable depuis un nombre limité d'années, après 20 ans de rêve, c'est qu'on crédibilise cette trajectoire-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de parler du quoi, mais il s'agit de parler du comment. Comment ? Donc tout d'abord en fixant les objectifs, même dans le quoi il y a du comment, c'est-à-dire une fois qu'on a projeté plein d'usages de la biomasse, ça ne passe pas parce qu'on n'a pas la ressource en biomasse. Donc on a ces bouclages sur la ressource, que ce soit en biomasse, ces bouclages sur la quantité d'électricité qu'on va produire. Donc il ne s'agit pas de dire on projette plein d'usages en électricité pour la mobilité, etc. Après, il faut qu'on explique comment est-ce qu'on a une trajectoire d'augmentation de la production d'électricité. Donc c'est extrêmement vertueux. Donc on a la stratégie nationale bas carbone qui va rentrer en concertation en 2024. Et donc vous aurez l'occasion d'y participer pour fixer ces objectifs 2050 et fixer des trajectoires pour y arriver. Bien sûr, c'est assis sur le comment au niveau de la planification pluriannuelle de l'énergie, la PPE, donc sur une échelle de 10 ans, qui est déjà en consultation depuis le mois de novembre. Je vous invite à la regarder. Alors, je vais vous dire des évidences. 3 piliers. Réduire la consommation. Enfin, c'est quand même 40 à 50% d'ici 2050, nos objectifs. Donc, c'est quand même tout à fait conséquent. Il y aura des changements sociétaux associés. Et bien sûr, accélérer fortement renouvelables et nucléaire. J'aimerais vous démontrer dans les prochains slides qu'il ne faut surtout pas opposer les deux. On a besoin des deux et on a besoin d'accélérer sur les deux avec des enjeux quasi comparables en termes d'industrie, en termes de financement et en termes d'enjeux pour la société. Mais bien sûr, il y a des drivers et des contraintes. L'autonomie stratégique, on a tous vu ce qui s'est passé les 2 dernières années. Évidemment, l'énergie, c'est au cœur des enjeux de paix et de guerre au niveau international. Préserver le pouvoir d'achat et la compétitivité, la sensibilité de la société à la hausse des tarifs de l'énergie. On l'a testé pendant 2 ans.
c'est extrêmement sensible. On a une résilience, la preuve, on a survécu ces 2 années-là, mais dans la transition énergétique, il faut qu'on prenne aussi ça en compte si on veut que la société accepte, se dirige progressivement vers une trajectoire qui sera acceptable d'un point de vue sociétal. Adapter les réseaux, j'y reviendrai, c'est très important. Et il y a quand même aussi cet enjeu de réindustrialiser. Je m'y arrête 2 minutes parce que le nucléaire est un très bon exemple. On investit déjà et on va investir des sommes faramineuses dans l'énergie, autant que cet argent ait des retombées au niveau national et européen. C'est la même chose dans le domaine renouvelable, mais par ailleurs, l'impact de ce qu'on fera en termes de prix de l'électricité aura lui-même un enjeu fort sur la possibilité ou non de réindustrialiser. Il y a un paradoxe en France, c'est qu'on a une chance, c'est que, enfin, entre guillemets, la désindustrialisation elle est derrière nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, aujourd'hui l'enjeu c'est à quelle vitesse on va pouvoir réindustrialiser. Cette vitesse-là, évidemment, on peut prendre le temps qu'il faut suivant les tarifs de l'électricité, mais si on veut rendre possible cette réindustrialisation, tous les secteurs confondus, il faut qu'on soit capable de fournir un prix d'électricité qui soit acceptable pour l'industrie au niveau mondial, par rapport aux concurrences mondiales, et qu'on fournisse des solutions décarbonées à cette industrie. Alors, où est-ce qu'on en est ? Moi, j'aime bien le site Electricity Map, parce qu'on a souvent tendance à s'auto-dénigrer en France. Ça fait du bien le matin de voir que, quand même, on a un point de départ qui n'est pas déshonorant. Le mix électrique est déjà largement décarboné par rapport à d'autres pays. Pas d'autosatisfaction, mais on a quand même une image qui n'est pas aussi verte que celle sur la carte. C'est important, notamment au niveau européen, de dire oui, on va accélérer, oui, on va continuer à réduire en France comme ailleurs, mais quand même, le point de départ n'est pas déshonorant. Donc, on a quand même pas mal de choses qui fonctionnent aussi en France, et le nucléaire, évidemment, joue un rôle, mais pas que. J'essaierai de vous le démontrer juste après. Et quand même, aujourd'hui, 58% de notre mix en énergie finale est carboné. On parle beaucoup d'électricité en France parce qu'on est passionné de débats pro-anti-nucléaire. C'est un sujet, mais derrière ça, il y a quand même le mix global, et les transports notamment sont largement carbonés. Justement, si on veut décarboner, il faut aller vers plus d'électricité, et donc plus de nucléaire et plus de renouvelables. Alors l'ambition, elle est simple à retenir. Voilà, on passe de 58% d'énergie carbonée à 58% d'énergie décarbonée. Ça, c'est l'ambition de la France en 2030. Et en 2035, on accélère encore plus. Le nucléaire là-dedans, c'est revenir au niveau de productible qu'on a connu, remonter, après les problèmes de corrosion sont contraintes, et puis il y a quelques enjeux d'augmentation de puissance. Enfin, globalement, l'enjeu, l'ambition, c'est d'aller au-delà de 360. Il y a cet objectif de 400 qui n'est pas facile à atteindre, mais voilà, c'est ce que le nucléaire va pouvoir fournir en 2035. Ça vous montre bien que ce n'est pas nucléaire renouvelable, c'est nucléaire et renouvelable pour 2035, et on va voir ensuite pour 2050. Alors le renouvelable, quand même, on fait du nucléaire en France, mais on fait aussi beaucoup de renouvelables. 3 gigawatts connectés en solaire l'an dernier. Je ne dis pas que c'est assez, c'est probablement encore largement insuffisant, mais quand même, il se passe des choses en France dans le domaine énergétique. L'ambition, par contre, il y a un mur quand même, en termes d'investissement, en termes d'enjeux pour le réseau, j'y reviendrai après, mais l'ambition est là, et elle est concrète dès aujourd'hui. Un mot sur l'éolienne en mer. Les éoliennes en mer, aujourd'hui, on a un débat, je vous invite également à y participer, sur les 4 façades maritimes. On essaie de gérer l'ensemble des enjeux des façades maritimes, qui soient économiques pour la pêche, qui soient énergétiques pour les éoliennes, et évidemment la biodiversité et autres, pour pouvoir embrasser l'ensemble de ces enjeux-là, et lancer quand même un appel d'offres 10 gigawatts dès l'an prochain, pour viser 18 gigawatts en 2035. 18 gigawatts, c'est l'équivalent de 70 TWh en production, c'est-à-dire environ 6 EPR. Vous voyez que l'ambition des éoliennes en mer, c'est à peu près l'ambition de la première tranche des 6 EPR en France. Donc c'est ça en ambition énergétique. Pareil, en termes de coûts, c'est 36 milliards, 35 milliards pour les turbines et une trentaine de milliards pour le raccordement. Vous voyez qu'on est dans les ordres de grandeur d'investissement pour le nucléaire. Donc oui, produire des grosses quantités d'énergie, ça coûte cher. Évidemment, il va falloir qu'on arrive à financer l'ensemble de ces investissements pour les éoliennes, pour le nucléaire. Et vous voyez que les enjeux que vous avez, c'est les enjeux industriels, parce que la filière pour construire ça, je vous garantis que ce n'est pas simple. On a des sujets totalement, pas intuitifs. Produire des câbles pour les avoir à temps, pour les connecter, c'est loin d'être un sujet facile. Toute l'Europe commande des câbles. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont pleins pendant des années, avec des prix qui explosent. Donc les enjeux que vous vivez dans le nucléaire, on les vit aussi dans les autres industries. Et c'est normal, l'ambition est tellement rapide que l'investissement va de pair. Tout ça pour dire que c'est un enjeu au moins aussi important que dans le nucléaire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait du nucléaire ? Première chose, quand même, ce graphique, moi je l'aime bien, il vient de RTE,
C'est juste pour se convaincre que la physique est là. Un matériau, ça vieillit. Alors, on va pouvoir changer plusieurs fois toutes les pièces du moteur. À la fin, la carrosserie, elle finit par quand même accuser son âge. Donc, le parc nucléaire vieillit, c'est une réalité. Et un jour, cette date n'est pas écrite, on va quand même arrêter les réacteurs qu'on a construits il y a déjà pas mal de temps. C'est une réalité physique, encore une fois. À un moment donné, on va décider. Et ce n'est pas qu'un sujet de sûreté, c'est aussi un sujet d'investissement parce que les frais à engager pour rénover seront trop importants. On va décider d'une fin de vie. Aujourd'hui, raisonnablement, on peut tabler sur une période de 60 ans. C'est en tout cas l'hypothèse de travail officielle partout, que ce soit chez EDF, à l'ASN, un peu partout. On n'exclut pas d'aller au-delà. C'est un sujet aussi qui est posé. EDF commence à regarder, l'ASN est prête à regarder. Donc pour lisser un peu cet effet falaise, on pourra peut-être prolonger quelques réacteurs pour lisser un peu, parce qu'à une époque, on a quand même démarré 5 réacteurs par an. Donc l'effet falaise peut être rapide suivant les années. Mais voilà, à la fin, il va quand même qu'on remplace ça. Ça, par rapport à l'ambition que je vous ai décrite dans le renouvelable, indépendamment de ça, ça vous montre combien il est urgent d'accélérer dans le nucléaire. Donc le programme nucléaire français, ce n'est pas un choix, c'est une absolue nécessité. J'ai expliqué ça à mes collègues suisses pour leur expliquer que c'était non seulement un choix pour la France, mais c'était un enjeu européen. Si la France ne réussissait pas son programme nucléaire, on aurait un problème non seulement en France, mais un problème en Europe. Donc cette ambition française, de la même façon que les autres pays ont une ambition qui joue un rôle avec les interconnexions en Europe, voilà, il faut qu'on l'assume et qu'on soit tous en responsabilité, chacun dans nos pays, mais avec une vision aussi partagée des enjeux collectifs. Alors justement, un petit enjeu collectif, le réseau. Je vous invite à consulter le SDDR qui rentre en consultation au niveau du RTE. Il y a plein de choses très intéressantes dedans. Alors déjà, l'investissement, 100 milliards sur 10 ans, c'est quand même beaucoup, 100 milliards. Pour une société qui fait normalement de l'OPEX, le RTE va se transformer en grosse société de CAPEX. Alors il y a derrière du raccordement à l'éolien en mer, une trentaine de milliards. Il y a du changement climatique, parce que toutes les lignes des années 50 et 60 vont flamber, et donc il faut toutes les remplacer. Il y a de l'équilibrage dans les différentes régions, et donc il y a des lignes de tension qu'il faut construire, parce qu'on va manquer d'énergie à certains endroits. Voilà, ça c'est les enjeux, le raccordement évidemment des renouvelables et autres, qui sont autour de ça. Enjeu de réseau, juste aussi la pilotabilité du réseau. Juste, c'est le week-end dernier, j'ai récupéré ces données hier, 23-24 mars, 3 réacteurs mis à l'arrêt pendant 2 jours, parce qu'on savait qu'il y aurait une baisse de consommation. C'est quand même beaucoup, comme 3 réacteurs, hein, mais voilà. Donc, ce n'est pas un enjeu économique, puisque EDF est rémunéré pour cet effacement. En revanche, quand même, on a cette capacité-là dans le parc nucléaire de moduler, quitte à même arrêter un réacteur. Après, il faut le redémarrer. Mais modulation de 24 réacteurs, dimanche matin, 24 gigawatts, 41 gigawatts le soir. Ça vous montre la malléabilité du parc nucléaire, donc c'est une force, mais il y a quand même des limites. Quand on ne peut plus moduler, il faut arrêter. Il va falloir quand même qu'on arrive à planifier les variations au niveau du réseau en termes d'équilibre offre-demande. Et donc la complémentarité entre le nucléaire et le renouvelable est là. En revanche, il faut quand même qu'on arrive à planifier les droits et les devoirs de tous les types d'énergie. Et donc on dialogue maintenant aussi avec les énergies renouvelables pour effectivement qu'il y ait aussi de l'effacement de l'énergie renouvelable. Il n'y a pas qu'un enjeu de produire et consommer, il y a aussi un enjeu de qualité du réseau. Au niveau régional, la qualité de la tension est régulée. Et effectivement, avoir un rotor qui tourne sur un réseau, il y a pas mal de physiciens dans la salle, c'est pas pareil qu'avoir de l'électronique photovoltaïque. Alors, il y a aussi maintenant une façon d'utiliser ces équipements pour contribuer à la qualité du réseau. Et donc maintenant, RTE est en train de demander aussi aux producteurs d'énergie renouvelable de contribuer à la qualité du réseau. Par contre, décider où est-ce que vous arrêtez ce réacteur-là, aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme de marché ou autre qui va décider de l'arrêter au bon endroit. Donc on a plein d'enjeux devant nous aussi par rapport à ces enjeux de modulation et autres, d'arrêt de réacteurs, d'arriver à maîtriser la qualité de la tension et de la fréquence au niveau régional. Donc tout ça pour dire que les enjeux réseau, c'est un enjeu dont on discute au niveau européen. Et là aussi, pas de façon isolée. Avec les interconnexions, la mauvaise qualité du réseau peut être importée. Et donc on a plein d'enjeux devant nous là-dedans. Et le nucléaire joue un rôle fondamental là-dedans. Alors, réinventer le nucléaire, effectivement, à une époque, je le disais tout à l'heure, on sortait 5 réacteurs par an. L'ambition aujourd'hui, grâce à la volonté politique et la mobilisation des équipes de l'ensemble de la filière nucléaire, c'est de sortir, Luc Rémont le rappelle régulièrement, 2 réacteurs par an sur une période suffisamment longue. C'est le prix d'avoir effectivement une industrie qui se remobilise avec un effet série. Et donc on a pour la première fois un alignement entre des décisions politiques qui engagent au-delà des échéances électorales et une mobilisation d'une industrie. Donc c'est assez fondamental. On peut parler de nucléaire, mais en fait, et Bruno Le Maire le rappelle régulièrement, l'enjeu du nucléaire, c'est aussi est-ce qu'on est capable en Europe
de réaliser des grands projets industriels. Et ça dépasse le nucléaire. Je vous renvoie par exemple aux difficultés qu'il y a eu sur l'aéroport de Berlin. On peut parler de l'EPR de Flamanville, mais on peut aussi parler d'autres industries. En fait, derrière les difficultés du nucléaire, il y a la difficulté de réindustrialiser et de mener des grands projets nucléaires en temps, en heure et en coût. Nous considérons que nous en sommes capables. On n'est pas au bout du chemin. Donc il y a plein de choses qui filent dans la presse. Oui, effectivement, il y a des incertitudes sur le coût parce que EDF est encore en train de revisiter l'ensemble de son projet pour optimiser ses coûts. C'est un grand projet. Effectivement, ça prend du temps et il y a des optimisations à faire. L'objectif, c'est bien de sortir en 2025 avec un projet qui sera dans un état de maturité suffisant pour que la société anonyme EDF, avant le soutien de l'État, prenne une décision d'investissement. Et donc ça, c'est effectivement un enjeu qui est devant nous, qui est un enjeu qui est chez EDF, bien sûr, avec ses partenaires. Et l'État est également là en soutien. L'État est là, notamment sur l'aspect du financement. On a évidemment une aide d'État à formuler. Évidemment, investir autant d'argent avec autant de risques sur une durée aussi longue, le secteur privé ne sait pas faire, en tous les cas pas en France. Et donc, il y aura une aide d'État, c'est une évidence. La question, c'est de le dimensionner à un niveau qui sera acceptable par la Commission européenne. Donc là, on coopère avec EDF et avec les différents services de l'État pour présenter un modèle d'aide d'État qui va nous permettre d'avoir un projet d'investissement, parce que c'est quand même ça aussi un projet nucléaire. 67% du coût d'un projet nucléaire, c'est des coûts de financement. Donc il faut qu'on arrive à financer ce projet en parallèle effectivement de la consolidation des objectifs industriels, avec également le contrôle de la DIN qui réalise un certain nombre d'audits pour le compte de l'État. C'est une évidence, mais il faut en parler aussi. L'enjeu de recrutement et de formation, vous le connaissez. 100 000 personnes à recruter en 10 ans. C'est aussi 100 000 débutants sur ces projets-là. Donc pour réussir un projet industriel, c'est un enjeu. L'industrie se mobilise. L'État essaie d'y contribuer également. L'innovation, on parle beaucoup du SMR. Vous avez globalement en tête l'ensemble des enjeux du programme France 2030 là-dessus. Je n'y reviendrai pas. Juste un point quand même, c'est qu'on parle beaucoup du SMR et de AMR. Il faudrait quand même qu'on parle à quoi ça sert et quel est le marché. Il y a 3 enjeux fondamentaux sur le SMR. Il faut qu'on en parle de façon distincte sur ces 3 enjeux. Il y a l'enjeu électrogène. New World, par exemple, projette le remplacement de centrales au charbon dans un certain nombre de pays. Donc, c'est l'enjeu de produire avec un certain niveau de puissance de l'électricité. Il peut y avoir de la production d'électricité avec des niveaux de puissance moindres pour être dans des endroits, ouvrir des nouveaux sites nucléaires, par exemple, avec moins de difficultés d'un point de vue acceptabilité. Il y a l'enjeu de chaleur industrielle haute température. Aujourd'hui, en 2050, produire de la chaleur industrielle haute température, il n'y a pas beaucoup d'options, hein. Et donc j'explique à mes collègues allemands, mes collègues autrichiens, je vous le garantis, suisses et autres, qu'on peut être contre le gros nucléaire, chacun son ambition pour 2050 par rapport à son mix. En revanche, nous considérons en France qu'on ne peut pas se payer le luxe au niveau européen de ne pas explorer cette voie de décarbonation de la chaleur industrielle. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se mobilise au niveau européen pour avoir des financements. Pas que sur ce sujet-là, mais c'est extrêmement important. Le troisième enjeu, c'est quand même l'enjeu de fermeture du cycle. On a une expérience dans ce domaine-là importante en France. C'est tout la cohérence de notre schéma de recyclage, traitement-recyclage. Il y a évidemment économiser l'uranium, etc. Il y a pas mal d'enjeux positifs dans ce domaine-là. Mais il y a aussi quand même de continuer à explorer la fermeture du cycle. Les SMR, AMR permettent d'apporter des options d'innovation pour explorer et garder cet objectif à l'agenda de la politique nucléaire française. L'innovation, ça ne se décrète pas. Donc, ce n'est pas l'État qui choisira quelle va être la technologie qui aura une filière industrielle avec un combustible qui pourrait être fabriqué, un traitement des déchets, etc. En revanche, on choisit de là où on investit. Donc, on essaie d'avoir un processus de sélection pour choisir effectivement là où on met de l'argent public. Mais à la fin, c'est l'industrie, c'est l'économie qui va devoir aussi orienter le choix d'une filière industrielle. Et donc, le choix est entre vos mains. Et dans un schéma de concurrence internationale, je rejoins Guillaume Duro, est-ce qu'on est en avance, en retard? Personne ne le sait. Pourquoi est-ce que certaines filières industrielles ont marché et d'autres pas par le passé? C'est très compliqué à voir a posteriori. Là, on a un enjeu extrêmement fort pour 2050. Donc il y a un marché. La question, c'est effectivement non seulement d'avoir une technologie qui marche, mais en plus qui marche dans une certaine réalité économique. Le cycle, l'enjeu de la journée d'aujourd'hui. Donc effectivement, on avait déjà dans la PPE un objectif qui était déjà public, qui n'était pas encore complètement décidé, mais c'était quand même de poursuivre les études pour envisager l'après 2040. L'AG est un site qui vit, mais l'EOX aussi. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas rénover certains ateliers sans les arrêter, du fait notamment des enjeux radiologiques. Et donc, c'est non seulement rénover, mais aussi construire de nouvelles installations pour prendre le relais. Et donc, en gros, c'est quelle est la stratégie post-2040 ? Le choix qui est maintenant assumé, c'est très récent, c'est d'affirmer le fait que la France souhaite renouveler
sa stratégie de traitement-recyclage pour plein de raisons. Les enjeux d'uranium, les enjeux de réduction du volume de déchets et cet enjeu aussi de fermeture du cycle. Pour toutes ces raisons-là, la France renouvelle aujourd'hui ce choix-là. C'est un choix fort, un choix structurant et un choix d'investissement. Donc aujourd'hui, EDF et Orano travaillent sur le schéma industriel. Quel peut être ce schéma industriel post-2040, encore une fois, avec cette grande difficulté de gérer l'existant, renouveler. Donc il y a aussi un aspect de foncier et de stratégie de domino industriel, on va dire, d'entreposage également lié à ça. En tout cas, la France a la volonté, d'ici 2026, de poursuivre les études de façon à prendre une décision d'investissement qui va ensuite s'échelonner et pour prolonger cette stratégie de traitement-recyclage au moins à l'horizon 2100, c'est-à-dire l'horizon des EPR2 tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Donc pour terminer la présentation, je pense que, en tout cas, j'avais le souhait d'essayer de vous convaincre que l'ambition nucléaire, elle doit être replacée dans une ambition énergétique de façon globale, à côté de la réduction de la consommation et de la réduction du renouvelable. L'enjeu, il est français, mais il est aussi européen, et donc on a cette responsabilité de réussir cette politique nucléaire pour la décarbonation du mix français, mais également pour les enjeux de réseau au niveau européen, et puis pour contribuer collectivement à cet enjeu climatique. Et donc là-dessus, effectivement, l'industrie doit se mobiliser, doit continuer à se mobiliser, et l'État doit poursuivre son travail à ses côtés pour investir et créer les conditions dans lesquelles la politique nucléaire pourra se décliner. Merci à tous.